Vous êtes-vous déjà demandé combien vaut votre vie pour les personnes que vous aimez le plus? Moi, Dominique Garnier, à 75 ans, je l'ai découvert de la manière la plus douloureuse qui soit. Quand le médecin m'a dit que j'avais une grave maladie, ce n'est pas le diagnostic qui a brisé mon cœur, mais les mots que j'ai entendus derrière la porte de ma propre chambre. C'était un mardi gris à Paris. La pluie fine battait contre les fenêtres de ma chambre au 2e étage du manoir qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. Le docteur Durand venait de partir, laissant derrière lui le poids d'un diagnostic qui semblait voler l'air de mes poumons. Cancer, ce mot que personne ne veut entendre, surtout à 75 ans. J'étais allongé, essayant d'absorber la nouvelle, quand des voix venant du couloir ont attiré mon attention. J'ai immédiatement reconnu Étienne, mon fils unique, et Isabelle, ma belle-fille. Ils ne savaient pas que j'étais réveillé. Ils ne savaient pas que je pouvais entendre. Combien de temps penses-tu qu'elle va tenir? La voix d'Étienne était impatiente, presque anxieuse. Le médecin a dit que ce pourrait être une question de mois. Nous devons commencer à organiser les documents du manoir et des entreprises, répondit Isabelle, sa voix calculatrice comme toujours. Son avocat nous a dit qu'elle n'a pas mis à jour son testament après avoir acheté les propriétés sur la Côte d'Azur. Le silence qui suivit fut interrompu par le tintement de verre en cristal. Je reconnus le son Mon Château Margaux de 1982, que je gardais pour les occasions spéciales. Il trinquait à ma mort. Aux joailleries Garnier, murmura Étienne, avec un ton qui mêlait révérence et avidité. Et à notre nouvelle vie, compléta Isabelle. Je sentis tout mon corps trembler. Non pas par peur de la mort qui approchait, mais d'une douleur bien plus profonde, la trahison de ceux que j'aimais plus que tout. Je n'ai jamais pensé que je serais trahi par mon propre sang. J'ai construit un empire de joaillerie fine à travers la France, en commençant par un petit atelier dans le Marais dont j'ai hérité de mon défunt mari, Henri. 45 ans de travail acharné, de nuits sans sommeil, d'innombrables sacrifices. Tout cela pour garantir qu'Étienne ne connaisse jamais les difficultés qui ont marqué ma jeunesse. Je me suis souvenu de chaque moment où j'avais renoncé à quelque chose pour lui. Les vacances annulées pour pouvoir assister à ses présentations scolaires. Les dîners d'affaires transformés en célébration de ses anniversaires. Les nuits où je concluais d'importants accords par téléphone tout en le berçant pour l'endormir. Et maintenant, il était là, comptant les jours jusqu'à mon départ. Avec effort, je me suis levé du lit. Mes jambes tremblaient, pas seulement à cause de la faiblesse physique, mais à cause de la tempête émotionnelle qui me consumait. Je me suis traîné jusqu'à la porte et l'ai ouverte silencieusement. Appuyé contre le chambranle, je pouvais les voir au bout du couloir, près du grand escalier. Étienne, dans son costume impeccable et ses cheveux gris parfaitement coiffés, tenait un verre de vin rouge qui brillait comme un rubis à la lumière du lustre. Isabelle, élégante comme toujours dans son ensemble Chanel, avait les yeux fixés sur ce qui semblait être une liste. Probablement en train d'inventorier mes biens avant même que mon corps ne refroidisse. Alors que mes mains s'appuyaient tremblantes sur la rampe en marbre de l'escalier, j'ai senti le poids de la vérité s'abattre sur mes épaules. Les douleurs que je ressentais dans mon corps semblaient insignifiantes comparées à la blessure qui venait de s'ouvrir dans mon cœur. Nous devons parler au docteur Moreau, continua Étienne, vérifiant quelque chose sur son smartphone. Dernier cri acheté avec l'argent de mon dernier virement mensuel, sans aucun doute. Peut-être pourrait-il recommander des soins palliatifs à domicile. Ce serait plus pratique. Pratique. Le mot résonna dans mon esprit comme un glas funèbre. Pratique pour qui? Pour eux, qui comptabilisaient déjà ma fortune alors que je respirais encore? Et la gouvernante, Marianne, demanda Isabelle, fronçant les sourcils. Elle est très loyale envers votre mère. Ça pourrait être compliqué. Marianne ne sera pas un problème, répondit Étienne avec un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage froid et calculateur. Elle travaille pour nous, après tout. Et bientôt, elle sera renvoyée, avec une généreuse compensation, évidemment. Marianne, qui était à mes côtés depuis plus de 30 ans. Qui avait tenu ma main quand Henri était décédé. Qui connaissait chaque recoin de mon âme presque aussi bien que moi-même.
Il prévoyait déjà de l'éloigner aussi. Et Sophie? La mention du nom de ma nièce sur les lèvres d'Isabelle sonnait comme une accusation. Ta mère l'a toujours traitée comme si elle était sa fille. Elle pourrait essayer d'intervenir. Sophie est en Afrique avec son ONG, écarta Étienne d'un geste dédaigneux. Et même si elle revenait, que pourrait-elle faire? Le testament est clair, tout me revient. Une larme solitaire coula sur mon visage. Sophie, la fille de mon défunt frère. La petite fille que j'avais accueillie quand elle était devenue orpheline. La femme incroyable qui consacrait maintenant sa vie à aider les autres, alors que mon propre fils consacrait la sienne à attendre mon héritage. Le contraste ne pouvait être plus douloureux. Je me suis retiré silencieusement dans ma chambre, fermant la porte sans bruit. Les voix d'Étienne et d'Isabelle continuaient, maintenant plus distantes, discutant des détails pratiques de mes funérailles et de la restructuration des entreprises après mon départ. La fenêtre de ma chambre encadrait la tour Eiffel illuminée contre le ciel nocturne de Paris. Combien de fois avais-je contemplé cette vue avec Henri? Combien de rêves avions-nous partagés en regardant ce paysage iconique? Notre plus grand rêve avait toujours été de construire un héritage de beauté et d'excellence, quelque chose qui durerait bien au-delà de nos vies. Mais quel type d'héritage étais-je sur le point de laisser? Un fils qui voyait ma mort comme une opportunité financière? Une belle-fille qui inventoriait mes bijoux alors que je les portais encore? Était-ce le résultat de toute ma vie de travail et de dévouement? Cette nuit-là, seul dans ma chambre avec vue sur les toits parisiens qui avaient été témoins de toute ma vie, j'ai pris une décision qui changerait tout. Si mon fils et ma belle-fille étaient si impatients de me voir partir, je leur donnerais quelque chose de complètement différent de ce qu'ils attendaient. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et sorti mon journal, un livre en cuir rouge qu'Henri m'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage. Sur les dernières pages, j'ai commencé à écrire un nouveau plan. Pas un testament, mais une déclaration d'intention. Pas une division de biens, mais une redistribution de valeurs. Le lendemain, alors que la pluie fine d'automne couvrait Paris d'un manteau mélancolique, j'ai appelé Claude Lefebvre, mon avocat et ami de longue date. Claude, j'ai besoin que vous veniez immédiatement. Et apporter les documents de toutes mes propriétés et entreprises. Dominique, tout va bien? L'inquiétude dans sa voix était authentique, contrairement à l'intérêt fin qu'Étienne avait manifesté en apprenant mon diagnostic. Non, Claude, ça ne va pas. Mais ça ira. J'ai senti une détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des années s'emparer de moi. J'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Et j'ai besoin de votre aide pour ce que je vais faire ensuite. Je serai là dans 1 heure, répondit-il sans hésiter. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai ressenti une détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des années. La douleur dans ma poitrine semblait avoir cédé la place à un feu renouvelé. Étienne et Isabelle voulaient mon héritage? Ils apprendraient une leçon sur la vraie valeur de la famille qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai regardé le portrait d'Henri sur le mur, son sourire gentil, ses yeux qui reflétaient toujours la bonté et l'intégrité. Je vais arranger cela, mon amour, ai-je promis à voix basse. Je vais restaurer ce que nous avons construit ensemble. Pas avec des bijoux et de l'argent, mais avec des valeurs qu'aucune fortune ne peut acheter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, Dominique Garnier, j'avais encore un dernier acte à accomplir. Et ce serait le plus important de ma vie. Une leçon qui enseignerait à mon fils, et à tous, la véritable valeur de la famille. Parce que certaines choses ne sont tout simplement pas à vendre même pour le plus précieux des héritages. Croyez-vous que découvrir une trahison familiale peut éveiller une force intérieure que nous n'imaginions même pas avoir? Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment j'ai transformé ma douleur en un plan qui changerait à jamais le destin de la fortune Garnier et enseignerait la plus précieuse des leçons. Continuez à regarder pour voir comment j'ai affronté mon propre fils et élaboré un retournement de situation que personne n'aurait pu prévoir. Paris a toujours été une ville de secrets. Derrière les façades élégantes des immeubles haussmanniens se cachent des histoires que peu connaissent. Des drames familiaux, des décisions qui changent des destins, des plans silencieux qui transforment des fortunes. Ma propre vie,
qui de l'extérieur ressemblait à un conte de réussite, révélait maintenant sa face la plus amère. 3 jours après avoir entendu la conversation entre Étienne et Isabelle, j'observais la ville depuis la fenêtre du bureau de Claude Lefebvre, place Vendôme. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel gris d'automne reflétait parfaitement l'état de mon âme. En bas, des touristes prenaient des photos de la colonne Vendôme, insouciants des drames qui se déroulaient dans les bureaux élégants autour de la place. « Dominique, êtes-vous sûr de cela ? » « C'est une décision radicale, dit Claude, ajustant ses lunettes tout en examinant les documents que je venais de signer. Ses doigts ridés, tachés par l'âge, tremblaient légèrement en tournant les pages. Claude avait été l'ami d'Henri avant même que nous nous connaissions. Il nous avait accompagnés à chaque étape de la construction de l'Empire Garnier, c'était lui qui avait rédigé le contrat d'achat de la première joaillerie, lui qui avait structuré l'expansion vers d'autres villes françaises, lui qui avait organisé la succession quand Henri nous avait quittés prématurément. S'il y avait quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance, c'était Claude. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, répondis-je, sentant le poids du stylo Montblanc dans ma main, un cadeau d'Henri pour notre 10e anniversaire de mariage. Pensez-vous que je n'ai pas remarqué comment Étienne s'est comporté ces dernières années ? Comment il n'apparaît jamais pour le déjeuner du dimanche à moins qu'il n'ait besoin d'argent pour un nouvel investissement ? Comment Isabelle examine mes bijoux quand elle pense que je ne regarde pas ? Les souvenirs sont venus comme des flashs douloureux, Étienne arrivant avec 3 heures de retard au dîner de mon 70e anniversaire, Isabelle photographiant discrètement mon catalogue d'art lors d'une visite de Noël, mon fils annulant notre voyage prévu en Provence parce qu'un engagement incontournable avec des amis à Monaco était survenu. Je sais, Dominique, Claude soupira, ôtant ses lunettes et frottant l'arête de son nez. Il connaissait mon fils depuis qu'il était un petit garçon, et la déception dans ses yeux était évidente. Mais vous défaire de presque tout. Êtes-vous sûr de ne pas agir sous l'impulsion ? Sous le choc de la découverte ? Le choc, répétai-je, tournant mon regard vers la ville que j'aimais tant. Non, Claude. Ce n'est pas le choc. C'est la clarté. Pour la première fois depuis des années, je vois tout avec une netteté absolue. Je me suis dirigé vers la fenêtre, mes pas résonnant sur le parquet en bois noble. Dehors, Paris continuait son rythme frénétique, indifférent aux petits drames humains. Combien d'autres familles vivaient leurs propres conflits derrière ces élégantes fenêtres ? Ce qui me brise le cœur, Claude, ce n'est pas leur avidité. C'est qu'à aucun moment, quand ils parlaient de ma maladie, ils n'ont mentionné la tristesse, le deuil ou l'amour. C'était comme si je n'étais qu'un obstacle entre eux et ma fortune. Les mots sont sortis étranglés, et j'ai senti la main réconfortante de Claude sur mon épaule. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux ? Continuai-je, rencontrant son regard compréhensif. Réalisez que la faute est aussi la mienne. La vôtre ? Comment pouvez-vous dire cela ? Je l'ai élevé ainsi, Claude. Je lui ai tout donné sans rien exiger en retour. Je ne lui ai jamais enseigné la valeur du travail, le plaisir de la conquête, la responsabilité qui vient avec le privilège. Une larme solitaire a coulé sur mon visage ridé. Henri aurait fait mieux. Il a toujours voulu qu'Étienne commence au bas de l'échelle, à connaître chaque aspect de l'entreprise. Mais après son départ, j'ai compensé l'absence du père avec des cadeaux, de l'argent, des facilités. Cet après-midi-là, j'ai réécrit mon testament. Les propriétés à Paris, les joailleries Garnier, les maisons de vacances sur la Côte d'Azur, les comptes en Suisse, tout serait réorienté selon mon plan. Mais ce n'était que le début. Je veux que vous prépariez les documents pour la vente du manoir, ai-je demandé à Claude, qui m'a regardé perplexe. Mais Dominique, cette maison est dans votre famille depuis 3 générations. C'est précisément pour cela. Il est temps d'un nouveau départ. Pendant que Claude travaillait sur les documents, mon esprit vagabondait parmi les souvenirs de cette maison. La chambre où Étienne était né. Le jardin où Henri aimait lire le dimanche. La bibliothèque où j'avais passé d'innombrables nuits à analyser des contrats et des stratégies commerciales. Chaque pièce gardait un morceau de l'histoire des Garnier. Mais maintenant, ces murs gardaient aussi la trahison.
L'écho des vers trinquant à ma mort imminente. Les rires étouffés d'Étienne et Isabelle planifiant comment ils dépenseraient mon argent. Non, je ne pouvais pas garder cette maison. Elle devait partir, avec tout le reste. Et Sophie, demanda Claude, interrompant mes pensées. Vous avez mentionné que vous aimeriez l'inclure dans le nouvel arrangement ? Sophie. Le nom a apporté un sourire involontaire à mes lèvres. Ma nièce, fille de mon frère Georges, qui avait perdu ses parents dans un accident alors qu'elle n'avait que 12 ans. La petite fille aux cheveux châtains et aux yeux curieux qui avait commencé à partager son temps entre différents parents, sans jamais vraiment appartenir à un lieu. Je l'accueillais dès que je le pouvais, pendant les étés, les vacances, à chaque occasion. Je lui ai enseigné les bijoux, les affaires, l'art. Plus important encore, j'ai essayé de lui enseigner la compassion, la responsabilité, la vraie valeur des choses. Et Sophie avait appris. Contrairement à mon propre fils. Oui, répondis-je, sentant une nouvelle détermination. Sophie sera fondamentale pour ce que j'ai en tête. La semaine suivante, quand Étienne et Isabelle m'ont rendu visite, j'ai remarqué comment leurs yeux parcouraient la salle à la recherche de signes de détérioration non pas dans ma santé, mais dans les précieux objets d'art qui décoraient le manoir. Un petit monnaie qui se trouvait habituellement au-dessus de la cheminée était maintenant absent, vendu la semaine précédente dans le cadre de mon plan, et j'ai vu les yeux d'Isabelle enregistrer immédiatement cette absence. « Mère, nous avons parlé à un spécialiste en soins palliatifs, dit Étienne, sa voix artificiellement douce alors qu'il s'asseyait à côté de moi sur le canapé Louis XV. Ses mains, manucurées et sans callosité, contrairement aux mains travailleuses de son père, tenaient les miennes avec une préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux. « Il peut commencer la semaine prochaine. » Nous en avons trouvé un excellent, très recommandé, ajouta Isabelle, lissant sa jupe de marque. Il s'occupe de plusieurs familles de notre cercle. De notre cercle. Comme si la mort était une question de statut social. Comme si la souffrance devait être gérée avec l'étiquette appropriée. Comme c'est attentionné de votre part, répondis-je avec un sourire. Mais ce ne sera pas nécessaire. J'ai décidé de faire un voyage. Le choc sur leur visage était impayable. Étienne a failli s'étouffer avec le thé qu'il sirotait, tandis qu'Isabelle laissait échapper un petit halètement. Un voyage ? Mais le médecin a dit. Le docteur Durand a convenu qu'un changement d'air me ferait du bien, mentis-je avec aisance. En vérité, je n'avais même pas consulté le médecin. Ma décision était prise, indépendamment de son approbation. Je vais dans notre maison à Nice pour quelques semaines. Mais vous ne pouvez pas voyager seul, protesta Isabelle, visiblement perturbée par l'idée que je sois loin de sa surveillance vigilante. Votre état de santé. Marianne viendra avec moi, répondis-je, faisant référence à ma gouvernante de confiance. Un soulagement momentané traversa le visage d'Isabelle, probablement pensant que Marianne pourrait les tenir informés de mon état. Elle ne savait pas que Marianne était au courant de tout mon plan et m'était complètement loyale. De plus, j'ai invité Sophie à me rejoindre là-bas. La mention du nom de Sophie fit se raidir Étienne. Une veine pulsait sur sa tempe, signe d'irritation qu'il avait hérité d'Henri. Cette ONG était, en réalité, une organisation internationale respectée que Sophie avait aidé à fonder, dédiée à enseigner des compétences professionnelles aux femmes dans des communautés vulnérables. Un travail qui sauvait des vies et transformait des communautés entières. Un travail que je finançais secrètement depuis des années, sans qu'Étienne le sache. Sophie est en Afrique à travailler avec cette ONG à elle, dit Étienne avec dédain. Elle est revenue il y a 2 semaines. Nous devrions tous dîner ensemble avant mon départ, ne pensez-vous pas ? Pendant le dîner ce soir-là, j'ai observé comment la dynamique familiale se déroulait autour de moi. Étienne et Isabelle, tendus et calculateurs, échangeant des regards significatifs à chaque mention de mon voyage. Sophie, authentique et affectueuse, ignorant le drame qui se déroulait, partageant des histoires émouvantes de son travail en Afrique. Les 2 enfants d'Étienne, mes petits-enfants Mathieu et Charlotte, 16 et 14 ans absorbés dans leur propre monde d'adolescents, inconscients des plans de leurs parents. Charlotte,
avec ses cheveux blonds et ses yeux intelligents, me rappelait tellement ma mère que parfois cela me faisait mal de la regarder. Mathieu avait le menton déterminé d'Henri et sa passion pour la musique classique. Chez les deux, je voyais un potentiel qui était gaspillé sous l'éducation matérialiste et superficielle d'Étienne et Isabelle. C'est en regardant mes petits-enfants que j'ai eu une épiphanie. Ils étaient innocents dans toute cette histoire. Seraient-ils capables de comprendre la vraie valeur de ce que j'avais construit? Serait-il une chance de rédemption pour l'héritage Garnier? Grand-mère, dit soudainement Charlotte, levant les yeux de son téléphone, pouvons-nous vous rendre visite à Nice? Je n'y suis jamais allée en automne. Avant que je puisse répondre, Isabelle est intervenue. Charlotte, ta grand-mère a besoin de se reposer. De plus, tu as tes cours de ballet et Mathieu a ses compétitions de piano. En fait, répondis-je, souriant à ma petite fille, j'adorerais que vous me rendiez visite. L'air de la Méditerranée ferait du bien à tout le monde. Et je suis sûre que quelques jours sans cours ni compétition ne feraient de mal à personne. J'ai vu une lueur d'intérêt dans les yeux de mes petits-enfants, rapidement obscurcis par l'expression sévère de leur mère. Une chose de plus à ajouter à mon plan, sauver Charlotte et Mathieu du chemin superficiel que leurs parents traçaient pour eux. Après le départ de tous, j'ai appelé Marianne dans ma chambre. La gouvernante, qui était à mes côtés depuis plus de 3 décennies, était comme une sœur pour moi. Elle connaissait chaque recoin de ma vie, chaque secret de la famille Garnier. Préparez mes bagages pour demain, lui ai-je dit, assise dans le fauteuil près de la fenêtre. La pleine lune illuminait les toits de Paris, leur donnant un éclat argenté presque magique. Et Marianne, pas un mot sur ce que je vais vous raconter maintenant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis en mouvement un plan que même Claude ne connaissait pas entièrement. J'ai pris des contacts discrets avec des acheteurs intéressés par les joailleries Garnier. J'ai organisé la vente silencieuse de plusieurs propriétés. J'ai transféré des fonds vers de nouveaux comptes. J'ai préparé des documents qui ne seraient révélés qu'au moment opportun. Un plan qui non seulement protégerait mon héritage, mais qui testerait aussi les vraies valeurs de ma famille. Un plan qui montrerait à Étienne que certaines leçons doivent être apprises de la manière la plus difficile. Alors que le train pour Nice traversait les champs verdoyants de France, j'ai regardé par la fenêtre et ressenti une paix que je n'avais pas expérimentée depuis le diagnostic. Les vignobles dorés d'automne défilaient rapidement, entrecoupés de villages pittoresques et de châteaux anciens, morceaux de l'histoire française qui restaient tandis que des générations venaient et partaient. Avec un livre de poésie sur les genoux, Baudelaire, le favori d'Henri, je contemplais non seulement le paysage, mais aussi mon propre passé. Les choix que j'avais faits. Les erreurs que j'avais commises. Les opportunités de correction que j'avais laissées passer. La trahison d'Étienne et d'Isabelle avait éveillé quelque chose en moi, pas seulement de la colère ou de la tristesse, mais une détermination féroce de corriger les erreurs que j'avais moi-même commises en élevant mon fils. Une chance de me racheter non seulement à ses yeux, mais aussi aux miens. Parce qu'au bout du compte, la faute était peut-être aussi la mienne. J'avais tout donné à Étienne, sauf la chose la plus importante, la compréhension que certaines choses dans le monde ne peuvent tout simplement pas être achetées. L'amour véritable. L'intégrité. Le caractère. Et maintenant, dans ce voyage qui marquerait le début de la fin d'une ère pour la famille Garnier, j'avais l'opportunité de lui enseigner cette leçon finale. Une leçon sur la vraie valeur de la famille, sur l'héritage qui transcende l'argent et les possessions. Alors que le train s'approchait de la côte méditerranéenne, j'ai ressenti le poids d'une responsabilité que j'avais négligée depuis trop longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de punir Étienne pour sa trahison. Il s'agissait de racheter le nom Garnier. Il s'agissait d'honorer tout ce qu'Henri et moi avions construit ensemble. Il s'agissait de montrer à mes petits-enfants qu'il existait un chemin différent. Un chemin que Sophie avait déjà trouvé, sans jamais avoir eu la fortune qu'Étienne avait gaspillée. Le bleu profond de la Méditerranée est apparu à l'horizon, brillant sous le soleil d'automne. Nice nous attendait, avec ses plages de galets, ses rues étroites parfumées de lavande et de romarin, ses marchés colorés. Ce serait le cadre parfait pour ce que je planifiais. Une dernière chance d'enseigner à mon fils la leçon la plus précieuse de toutes.
Que feriez-vous si vous découvriez que votre famille ne valorise que vos biens matériels et non votre amour? Le soleil méditerranéen baignait la terrasse de ma villa à Nice lorsque le téléphone a sonné. La lumière dorée se reflétait sur les eaux turquoises en contrebas, créant un spectacle de couleurs qui contrastait avec le tumulte dans mon cœur. Les bougainvillées violettes qui encadraient la terrasse dansaient doucement dans la brise marine, leur parfum sucré se mêlant à l'arôme de sel qui venait de la mer. La villa des Garnier à Nice était une construction de style Belle Époque, avec ses murs couleur terre cuite et ses hautes fenêtres qui captaient la lumière de la Méditerranée. Située sur un promontoire rocheux avec une vue privilégiée sur la baie des Anges, elle avait été la première grande acquisition qu'Henri et moi avions faite après que les joailleries avaient commencé à prospérer. Un symbole de notre succès, mais aussi notre refuge du monde. Maintenant, 3 semaines après mon arrivée, le téléphone interrompait ma contemplation. C'était Étienne, sa voix trahissant une nervosité mal dissimulée. « Mère, nous sommes inquiets. Vous avez quitté Paris il y a 3 semaines et le docteur Durand dit que vous avez annulé la consultation de suivi. » J'ai remarqué comment il avait choisi de commencer par l'inquiétude, pas par le manque ou l'amour. Typique d'Étienne ces dernières années, toujours abordant nos interactions sous l'angle le plus pragmatique. « La brise de la mer me fait beaucoup de bien, répondis-je calmement, observant les vagues se briser contre les rochers en contrebas. Le son rythmique était devenu ma berceuse ces dernières semaines, remplaçant les comprimés pour dormir que j'avais abandonnés. Tellement bien que j'ai décidé de prolonger mon séjour. Le silence à l'autre bout de la ligne était révélateur. Je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans la tête de mon fils, calculant combien de temps mon absence retarderait ses plans. Je l'imaginais dans son bureau à Paris, probablement vêtu d'un de ses coûteux costumes italiens, avec une expression frustrée qu'il tentait de masquer même au téléphone. « Marianne dit que vous avez reçu beaucoup de visites, continua-t-il, essayant de sonder. Des avocats? Des médecins? » Marianne, fidèle comme toujours, n'avait rien révélé de substantiel, suivant mes instructions à la lettre. Les visites que j'avais reçues faisaient partie intégrante de mon plan, notaire, avocat, banquier, et même le directeur de la fondation que Sophie avait aidé à créer en Afrique. Seulement des amis, mon cher. C'est surprenant combien de nos vieilles connaissances ont des maisons d'été ici. Et Sophie a été une compagnie merveilleuse. Un autre silence, plus chargé. La mention de Sophie provoquait toujours cette réaction. La jalousie qu'Étienne ressentait envers elle depuis l'enfance n'avait jamais diminué, elle s'était simplement transformée en quelque chose de plus sophistiqué, plus adulte dans sa manifestation, mais tout aussi infantile dans son essence. En fait, continuai-je, guidant la conversation là où je le voulais, je pense inviter vous tous à passer un peu de temps ici avec moi. Étienne, il y a des choses importantes dont nous devons discuter, à propos de l'avenir. La mention de « l'avenir », ce mot chargé que nous utilisions comme euphémisme pour ma mort imminente et tout ce qui viendrait après, le fit immédiatement accepter. Nous serons là le week-end prochain, dit-il, sans même consulter son agenda présumément chargé. L'avidité parlait plus fort que tout engagement professionnel. Dois-je apporter des documents spécifiques? Des documents, répétai-je, feignant la surprise. Pourquoi apporteriez-vous des documents pour une réunion familiale? Eh bien, vous avez mentionné des discussions sur l'avenir. J'ai pensé que peut-être... Ah, je comprends. J'ai laissé le silence planer quelques secondes, savourant son malaise. Non, Étienne. N'apportez que vous-même. Et dites à Charlotte et Mathieu d'apporter leur maillot de bain. Le temps est merveilleux ici. Quand j'ai raccroché, Sophie est entrée sur la terrasse, portant 2 verres de thé glacé à la menthe, une boisson rafraîchissante que nous avions adoptée depuis son arrivée. À 38 ans, Sophie avait une beauté sereine qui venait non seulement de ses traits harmonieux, mais d'une paix intérieure qui était rare à trouver. Ses cheveux châtains, maintenant avec quelques fils argentés, étaient attachés en un chignon sans prétention, et son visage sans maquillage montrait les marques subtiles de quelqu'un qui sourit souvent. « Ils ont mordu à l'hameçon ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi. « Comme des poissons affamés » répondis-je, acceptant la boisson.
La glace tinta contre le cristal, me rappelant un autre tintement, celui des verres d'Étienne et Isabelle trinquant à ma mort. Maintenant, passons aux préparatifs. Nous avons beaucoup à faire avant leur arrivée. Sophie ne connaissait qu'une partie de mon plan, mais sa loyauté était inébranlable. Après avoir perdu ses parents jeunes, elle avait grandi divisée entre les maisons de divers parents, toujours traitée comme une intruse. Je l'avais accueillie durant les étés et les vacances, et notre lien transcendait le sang. Il était basé sur quelque chose de bien plus fort, le respect mutuel et l'amour authentique. « Comment vont les rénovations de l'aile ouest ?» demandai-je, faisant référence aux modifications que j'avais commandées pour la villa. « Terminé hier. Les dortoirs sont prêts, avec de nouveaux meubles et tout le reste. Le bureau est également équipé selon vos instructions. L'aile ouest de la villa, auparavant utilisée uniquement pour des hôtes occasionnels, était en train d'être transformée en quelque chose de très différent. Quelque chose qui serait fondamental pour la prochaine phase de mon plan. Et les documents de Claude ? Arrivés ce matin par coursier spécial. Sophie indiqua un dossier sur la table en verre. Tout signé et officialisé comme vous l'avez demandé. Excellent. J'ai pris une longue gorgée de thé glacé, sentant la menthe rafraîchir ma gorge. Et vous ? Êtes-vous prête pour votre rôle dans tout cela ? Sophie baissa les yeux un moment, contemplant le liquide ambré dans son verre. Tante Dominique, êtes-vous sûre de vouloir continuer avec cela ? Étienne est votre fils, malgré tout. Précisément parce qu'il est mon fils que je dois faire cela. J'ai tendu la main pour toucher la sienne. Sophie, quand vous étiez petite, vous souvenez-vous de cette fois où vous avez cassé le vase Ming dans le hall d'entrée ? Elle sourit au souvenir. Comment pourrais-je oublier ? C'était une pièce de musée. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé ensuite ? Vous m'avez fait travailler comme assistante dans la joaillerie pendant tout l'été pour payer le vase, au lieu d'aller sur la Côte d'Azur avec mes amis. Et cela vous a-t-il appris quelque chose ? Les yeux de Sophie brillèrent de compréhension. Cela m'a appris la responsabilité. Les conséquences. À valoriser ce que j'ai. Exactement. J'ai serré sa main avec affection. Étienne n'a jamais eu cette leçon. Chaque fois qu'il a cassé quelque chose, littéralement ou figurativement, je l'ai simplement remplacé. Chaque fois qu'il a commis une erreur, je l'ai protégé des conséquences. Et voyez ce qu'il est devenu. Durant cette semaine, nous avons travaillé ensemble à préparer la villa. Pas pour une simple visite familiale, mais pour ce que j'appelais secrètement le Grand Est Garnier. Chaque détail a été soigneusement pensé, des chambres où chacun logerait au sujet qui serait discuté pendant les repas. J'ai demandé au chef local, Monsieur Laurent, de préparer des menus spéciaux, mettant en avant des plats qui avaient une signification particulière pour notre famille. La bouillabaisse qu'Henri adorait. La tarte tatin qui était la préférée d'Étienne dans son enfance. La ratatouille que j'avais appris à Sophie à faire quand elle avait seulement 14 ans. Chaque choix était un message subliminal, un rappel de notre histoire partagée, des valeurs qui avaient construit la famille Garnier bien avant que l'argent et le prestige n'entrent en scène. Le jour de l'arrivée de ma famille, le chauffeur les chercha à l'aéroport tandis que je donnais les touches finales à mes préparatifs. Mon cœur battait rapidement, non de peur, mais d'anticipation. La scène était dressée. Les acteurs étaient en route. Le drame familial des Garnier était sur le point d'atteindre son apogée. De mon fauteuil dans la chambre, j'observais par la fenêtre la journée parfaite qui se déroulait dehors. Le ciel d'un bleu impossible, sans un seul nuage. Les eaux de la Méditerranée scintillant comme si des millions de diamants avaient été jetés sur sa surface. Les palmiers se balançant doucement dans la brise. C'était comme si même la nature conspirait pour créer le cadre parfait pour mon plan. Quand la Mercedes noire s'est garée dans l'entrée circulaire de la propriété, j'ai observé depuis la fenêtre du 2e étage comment il descendait, d'abord Étienne, élégant dans son costume léger d'été, ajustant ses lunettes de soleil tout en examinant la façade de la villa comme s'il l'évaluait déjà pour la vente, puis Isabelle, avec ses énormes lunettes noires et son foulard Hermès flottant au vent, le visage un masque de fausse préoccupation tandis qu'elle regardait vers les fenêtres.
probablement me cherchant, enfin, mes petits-enfants, tous deux collés à leur téléphone portable, indifférents à la beauté époustouflante du paysage environnant. Ils sont là, dis-je à Marianne, qui arrangeait quelques lys frais dans un vase Art Nouveau dans ma chambre. Dois-je vous appeler quand ils seront installés, demanda-t-elle, sa loyauté évidente dans le regard inquiet qu'elle me lança. Non, laissez-les attendre un peu. Dites que je me repose et que je les rencontrerai pour le thé de l'après-midi sur la terrasse. Faire attendre Étienne et Isabelle quelques heures de pluie ne changerait rien au grand schéma des choses, mais leur donnerait le temps d'explorer la propriété, de spéculer entre eux, de nourrir leurs attentes. Et, plus important, donnerait à mes petits-enfants une chance d'expérimenter l'endroit sans la supervision constante de leurs parents. Le thé de l'après-midi s'est transformé en un dîner formel, servi sur la terrasse au coucher du soleil. La table avait été dressée avec la porcelaine de Limoges réservée aux occasions spéciales, des cristaux baccarat qui captaient la lumière dorée du crépuscule, des arrangements de fleurs locales qui parfumaient l'air de lavande et de jasmin. Le dîner ce soir-là a été servi sur la terrasse, avec vue sur la Méditerranée teintée par le coucher de soleil orangé. Un spectacle de couleurs allant du doré au pourpre, avec la silhouette sombre des îles de l'Airain au loin. Les plats préparés par le chef que j'avais engagé étaient dignes des meilleures bistrots parisiennes, un autre détail qui n'est pas passé inaperçu pour Isabelle, qui n'a pas hésité à demander la recette de la bouillabaisse, pour son propre chef. Cette sauce est divine, commenta-t-elle, tout en dégustant le poisson frais préparé à la mode provençale. Notre chef à Paris n'a jamais réussi à trouver le point exact de l'aioli. Monsieur Laurent utilise une huile d'olive spéciale, pressée à froid à partir d'olives récoltées dans les collines de Nice, expliquai-je, observant comment Mathieu, toujours le plus sensible, savourait sincèrement chaque bouchée, tandis que Charlotte jouait avec sa nourriture, encore plus intéressée par son téléphone que par le dîner spectaculaire. C'est un petit producteur, familial, qu'Henri a découvert il y a des années. Sa méthode n'a pas changé depuis des générations. La tradition a sa valeur, commenta Sophie, me souriant avec complicité. Surtout quand elle préserve ce qu'il y a de meilleur dans le passé, n'est-ce pas? Certainement, répondit Étienne, levant son verre. Tradition, famille, héritage, ce sont des valeurs inestimables. Des mots qui auraient sonné sincères pour tout observateur non averti, mais qui, pour moi, étaient creux comme l'intérieur d'un chocolat bon marché. Des valeurs qu'il mentionnait avec la bouche, mais trahissait par ses actions. Je suis si heureuse que vous soyez tous ici, dis-je, levant mon verre de Bordeaux, un Saint-Émilion Grand Cru de 1989, l'année où Étienne avait obtenu son diplôme universitaire. Un autre symbole qui passerait probablement inaperçu pour lui. Rarement avons-nous l'occasion de réunir toute la famille comme ceci. À la famille, porta un toast Étienne, et je remarquai comment ses yeux évitaient les miens en prononçant ces mots. Sa main tremblait légèrement, nervosité ou anticipation? Et aux décisions importantes que nous prenons par amour, complétai-je, faisant en sorte que tous me regardent avec curiosité. Le dessert arriva, une tarte tatin parfaitement caramélisée, servie avec de la crème fraîche et une touche de fleur de sel. La recette exacte qu'Étienne demandait pour ses anniversaires quand il était enfant. Un autre symbole, un autre message qu'il semblait ne pas saisir. Grand-mère, dit Charlotte, laissant enfin son téléphone de côté, cette tarte est incroyable. Comme celle que vous faisiez quand nous étions petits. C'est la même recette, ma chérie, répondis-je, touché par ce petit signe que tous les souvenirs familiaux n'avaient pas été oubliés. Votre arrière-grand-mère me l'a enseigné, et je l'ai enseigné à la cuisinière de Paris. Pourrions-nous apprendre à la faire, demanda Mathieu, surprenant tout le monde. L'adolescent généralement timide se manifestait rarement lors des réunions familiales. J'adorerais vous l'enseigner demain, répondis-je, voyant le regard désapprobateur qu'Isabelle lança à son fils. Comme si apprendre à cuisiner était quelque chose en dessous de la dignité d'un garnier. Après le dessert, je leur ai demandé de m'accompagner au salon. La pièce, avec ses murs revêtus de panneaux de bois foncé et ses meubles anciens, avait un air de solennité qui convenait parfaitement à ce qui était sur le point de se produire. Là, sur la table basse sculptée à la main,
il y avait une pile de dossiers soigneusement organisés, bleu, rouge et vert, chaque couleur représentant un aspect différent de mon plan. Comme vous le savez, commençais-je, m'asseyant dans le fauteuil principal, le même où Henri s'asseyait habituellement pour lire le dimanche, ma santé n'est pas au mieux de sa forme. Et bien que j'apprécie votre préoccupation, j'ai décidé de prendre certaines dispositions par moi-même. Étienne et Isabelle échangèrent des regards rapides, moitié soulagement, moitié appréhension. Le moment qu'ils attendaient était enfin arrivé. La discussion sur l'héritage, sur l'avenir. J'ai ouvert le premier dossier bleu et l'ai remis à Étienne. Voici l'acte de propriété de cette villa. À partir d'aujourd'hui, elle est à votre nom. Les yeux de mon fils s'écarquillèrent, et Isabelle ne put contenir un petit soupir de satisfaction. La première partie du plan fonctionnait, leur donnait exactement ce qu'ils attendaient, pour ensuite subvertir complètement leurs attentes. « Mère, je ne sais pas quoi dire », murmura Étienne, feuilletant les documents avec des doigts légèrement tremblants. Je pouvais voir son esprit calculer la valeur de la propriété, quelques millions d'euros, au minimum, compte tenu de son emplacement privilégié. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas encore terminé. J'ai remis le deuxième dossier, le rouge. Voici les documents de l'appartement à Paris. J'ai décidé de le vendre. Le vendre ? La voix d'Étienne monta d'une octave. Son front se plissa en une confusion sincère. Mais cet appartement est dans la famille depuis. C'est déjà fait, interrompis-je calmement, ressentant une étrange satisfaction en voyant son expression passer de la confusion à l'alarme. Tout comme la vente des joailleries Garnier. Le silence qui tomba sur la salle était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mathieu et Charlotte levèrent enfin les yeux de leur téléphone, se rendant compte que quelque chose d'important se passait. Sophie, assise discrètement dans un coin, maintenait une expression neutre, mais ses yeux attentifs ne manquaient pas un seul détail de la scène qui se déroulait. « Vous avez vendu tout ?» Isabelle semblait avoir du mal à respirer. Son visage, toujours si soigneusement maquillé, montrait maintenant des taches rouges de choc et d'indignation. « Presque tout, corrigeai-je, prenant une petite gorgée de mon cognac. Les comptes en Suisse restent intacts. Pour l'instant. » Étienne se leva brusquement, faisant tomber quelques documents au passage. Son contrôle habituel laissait place à une agitation qu'il montrait rarement en public. « Mère, je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous cela sans nous consulter? Qui a acheté les joailleries? Où est passé l'argent? » C'était la question que j'attendais. La question qui révélait tout. Pas « Pourquoi avez-vous fait cela ?» mais « Où est passé l'argent ?» Toujours l'argent, toujours la préoccupation matérielle, jamais l'héritage, l'histoire, la signification émotionnelle de ce qu'Henri et moi avions construit. « L'argent, répondis-je posément, savourant chaque mot comme on déguste un vin fin, est allé là où il aurait toujours dû aller. Pour faire la différence dans le monde. » J'ai ouvert le troisième dossier, le vert, et l'ai remis à Sophie, qui m'a lancé un regard de surprise sincère. Cette partie du plan, elle ne la connaissait pas. C'était ma surprise pour elle aussi. Sophie, votre fondation pour l'éducation des jeunes en situation de vulnérabilité vient de recevoir une donation substantielle. Suffisamment pour étendre vos programmes dans toute la France et au-delà. Des larmes jaillirent dans les yeux de ma nièce tandis qu'elle lisait les chiffres dans le document. Des chiffres qui faisaient les yeux d'Étienne se plisser en calculs mentaux, des dizaines de millions d'euros qu'il considérait comme siens de droit. Tante Dominique, c'est, je ne sais pas quoi dire. La voix de Sophie tremblait d'émotion sincère. Ne dites rien, ma chère. Votre travail ces dernières années a parlé pour vous. C'est un investissement, pas un cadeau. Un investissement dans un monde meilleur. Quant à vous deux, continuai-je, regardant mes petits-enfants, dont les expressions allaient du choc à la confusion, il y a un compte à vos noms qui sera accessible lorsque vous aurez 25 ans. D'ici là, il financera votre éducation et vos besoins fondamentaux, mais rien de plus. Charlotte semblait confuse, probablement en train d'essayer de calculer combien de temps il restait jusqu'à ses 25 ans. Mathieu,
toujours plus perspicace, semblait analyser les implications plus profondes de ce que je disais. Et moi? La voix d'Étienne sonnait étrange, comme si elle venait de très loin. Un mélange d'incrédulité et d'indignation mal contenue. Je me suis levé avec l'aide de ma canne, non pas parce que j'en avais vraiment besoin pour garder l'équilibre, mais parce que le geste théâtral avait son but, et me suis dirigé vers la fenêtre. La lune se reflétait maintenant dans les eaux sombres de la Méditerranée, créant un chemin argenté qui semblait s'étendre jusqu'à l'infini. Vous, mon fils, avez reçu cette villa et continuerez à recevoir une modeste pension mensuelle. Suffisante pour vivre confortablement, mais pas extravagamment. Et il y a une condition. Je me suis tourné pour lui faire face. Même dans la pénombre de la salle, je pouvais voir la pâleur de son visage, la sueur qui commençait à se former sur son front. La condition est que vous travailliez. Pour la première fois de votre vie. Le visage d'Étienne pâlit, puis rougit de colère. C'était comme observer un thermomètre monter rapidement. Travailler? À 52 ans? C'est ridicule. Cet argent est à moi de droit. De droit, répétai-je calmement, m'appuyant sur ma canne. Quel droit serait-ce, Étienne? Le droit d'attendre que je meure pour prendre ce que j'ai construit avec des décennies de travail? Le droit de planifier mes soins palliatifs tout en trinquant à ma mort avec du champagne? Le choc sur son visage confirma ce que je savais déjà, il n'avait jamais imaginé que j'avais découvert son complot. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau, cherchant des mots qui ne venaient pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, tenta-t-il, mais sa voix tremblait. Il avait toujours été un piètre menteur, même dans l'enfance. Henri disait qu'Étienne avait des yeux honnêtes dans un cœur malhonnête, incapable de cacher la vérité, mais toujours essayant quand même. J'ai tout entendu, Étienne. Chaque mot de vous et d'Isabelle cet après-midi après mon diagnostic. Comment vous calculiez combien de temps je tiendrais? Comment vous planifiez ce que vous feriez avec mon argent alors que je respirais encore? Isabelle commença à pleurer, mais ses larmes ne m'émouvaient plus. Des années d'observation m'avaient appris à reconnaître quand elle déclenchait les pleurs comme tactique de manipulation. Charlotte regardait horrifiée ses parents, tandis que Mathieu semblait partager entre la confusion et la honte. Mes petits-enfants, continuai-je, me tournant vers les adolescents, vous n'êtes pas responsables des erreurs de vos parents. Et c'est pourquoi nous avons assuré votre avenir indépendamment de leur choix. Votre éducation, vos besoins fondamentaux, tout est assuré. Mais le luxe, les extravagances? Cela, vous devrez le gagner par votre propre mérite. Ce que vous n'avez pas compris, poursuivis-je, tournant mon attention vers Étienne et Isabelle, c'est que le véritable héritage n'est pas constitué des propriétés ou de l'argent. C'est le legs que nous laissons, les valeurs que nous transmettons, l'amour que nous partageons. Quelque chose que vous deux semblez avoir complètement oublié. Je me suis rassise, soudainement fatiguée. Non pas de la confrontation, mais du poids de décennies de déception qui culminaient en ce moment. Du deuil pour le fils que je pensais avoir élevé, mais qui n'avait jamais vraiment existé. Vous avez deux choix maintenant, Étienne. Vous pouvez accepter ma décision et commencer à construire votre propre vie, ou vous pouvez la contester légalement. Dans ce cas, je dois vous avertir que Claude a préparé toute la documentation nécessaire, y compris des enregistrements de vos conversations sur ma mort imminente. J'imagine que ce serait assez embarrassant pour un homme de votre position sociale d'avoir de tels enregistrements reproduits au tribunal. Le coup final. La garantie que mon plan serait accepté, même à contre-cœur. La menace voilée d'une exposition publique, quelque chose qu'Étienne, avec son obsession du statut et des apparences, ne risquerait jamais. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le son des vagues contre les rochers en contrebas. Le rythme constant de la mer, témoin silencieux d'innombrables drames humains au fil des siècles, assistait maintenant à un de plus, la chute et la possible rédemption de la famille Garnier. Finalement, ce fut Sophie qui parla, sa voix douce brisant la tension comme un rayon de soleil perçant des nuages d'orage. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour digérer cela.
peut-être devrions-nous nous retirer pour aujourd'hui. Mais je n'avais pas encore terminé. Il y avait un dernier coup à porter, une dernière révélation que je gardais comme un as dans ma manche. La pièce finale du puzzle qui redessinerait complètement l'avenir des Garnier. Avant de partir, il y a encore une chose que vous devez savoir, dis-je, ma voix calme, presque douce. À propos de ma santé. L'aube sur la Côte d'Azur a une qualité presque magique. La lumière dorée semble nettoyer le monde, offrant un nouveau départ. Assise sur ma terrasse, observant le soleil se lever sur la mer, j'attendais l'inévitable confrontation à venir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Étienne est apparu encore vêtu du peignoir de l'hôtel, ses cheveux gris décoiffés, ses yeux injectés de sang suggérant une nuit sans sommeil. « Comment avez-vous pu faire cela ?» Sa voix était un mélange de colère et d'incrédulité. Détruire le patrimoine familial par un caprice vengeur ? Je l'ai invité à s'asseoir d'un geste, et, étonnamment, il a obéi. Ce n'est pas de la vengeance, Étienne. C'est une correction de trajectoire. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et que vouliez-vous dire hier à propos de votre santé ? Le médecin a dit que vous aviez 6 mois maximum. J'ai souri, prenant une gorgée de ma tisane. Le docteur Durand est un excellent médecin, mais il n'a pas toujours raison. J'ai cherché un second avis auprès d'un spécialiste à Lyon. La tumeur qu'ils ont trouvée est bénigne, Étienne. Avec une chirurgie appropriée et un traitement, j'ai de bonnes chances de vivre encore 10, peut-être 15 ans. Le sang a complètement quitté le visage de mon fils. Vous dites que vous n'êtes pas mourante ? Nous sommes tous en train de mourir, d'une certaine façon. Mais non, je ne suis pas aux portes de la mort comme vous et Isabelle l'espériez. Il a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main, le faisant taire. Découvrir que vous étiez impatient de me voir mourir a été douloureux. Mais savez-vous ce qui a été pire ? Réaliser que j'avais échoué en tant que mère. Cette déclaration a finalement pénétré sa carapace d'indignation. Que voulez-vous dire ? Je vous ai donné tout ce que l'argent pouvait acheter, Étienne. Une éducation dans les meilleures écoles, des voyages à travers le monde, des connexions sociales, une vie de privilèges. Ce que je ne vous ai pas enseigné, c'est la valeur du travail, de la persévérance, de la construction de quelque chose de vos propres mains. J'ai fait une pause pour que mes paroles soient absorbées. Votre père et moi avons commencé de rien. Lui avec son petit atelier de joaillerie, moi avec mon sens des affaires. Nous travaillions 16 heures par jour, nous avons affronté des faillites, surmonté des crises économiques. Quand Henri est mort, j'ai continué seul, déterminé à honorer notre rêve partagé. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu non seulement l'homme qui avait planifié ma mort, mais aussi le garçon qu'il avait été autrefois, le bébé que j'avais bercé dans mes bras. J'aurais aimé que vous connaissiez ce type de satisfaction, Étienne. Celle qui vient non pas de dépenser de l'argent, mais de le gagner honnêtement. C'est un peu tard pour ces leçons, n'est-ce pas, mère ? Sa voix était chargée d'amertume. J'ai 52 ans. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Henri avait 58 ans quand il a décidé d'ouvrir sa première grande boutique. Que attendez-vous que je fasse maintenant ? Que je recommence à zéro ? Quel genre d'humiliation est-ce ? Ce n'est pas une humiliation, Étienne. C'est une libération. J'ai pointé vers l'horizon infini devant nous. Vous avez cette vie-là, qui vaut des millions. Vous avez une éducation privilégiée, des contacts dans toute l'Europe. Vous avez beaucoup plus que la plupart des gens n'auront jamais. Ce que vous n'avez plus, c'est l'attente d'hériter d'un empire sans effort. À ce moment-là, Sophie nous a rejoints sur la terrasse, suivie timidement par Charlotte et Mathieu. Isabelle était remarquablement absente. « Où est Isabelle ?» ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. « Elle fait ses valises », répondit Charlotte d'une voix basse. « Elle veut retourner à Paris aujourd'hui même. » Étienne s'est levé brusquement. « Et cela ne vous semble pas suspect, mère ? » Au moment où elle réalise qu'il n'y a plus de fortune en attente, elle veut partir.
C'était la première étincelle de perception authentique que je voyais chez mon fils depuis des années. Et vous, Étienne? Que ferez-vous? Il passa la main dans ses cheveux, un geste qui me rappelait tellement son père que j'en ai eu le cœur serré. Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, intervint Sophie doucement, peut-être voudriez-vous voir ceci. Elle a tendu un dossier qui ne faisait pas partie de ceux que j'avais préparés. Qu'est-ce que c'est? Demanda Étienne, l'ouvrant avec précaution. Une proposition d'affaires, répondit Sophie. La fondation que tante Dominique a financée prévoit d'ouvrir des ateliers d'artisanat dans des communautés défavorisées à travers la France. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser la partie joaillerie artisanale. Étienne a levé les yeux de la proposition, confus. Et vous pensez que je serais capable de faire cela? Vous avez grandi dans les joailleries Garnier, répondit Sophie. Vous connaissez le métier mieux que vous ne l'imaginez. Ce serait un nouveau départ, ai-je ajouté. Pas exactement commencer de zéro, mais une chance de construire quelque chose de significatif. Quelque chose à vous. Charlotte, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est approchée de son père. Je pourrais aider pendant les vacances scolaires, papa. J'ai toujours aimé dessiner. Étienne a regardé sa fille avec surprise, comme s'il la voyait pour la première fois. Tu aimes dessiner? Depuis quand? Depuis toujours, répondit-elle. J'ai un carnet plein de designs de bijoux. Isabelle, je veux dire, maman dit que c'est une perte de temps. Que je devrais me concentrer davantage sur les cours de tennis et le français avancé. Cette petite offre, si simple et sincère, semblait toucher Étienne d'une manière que mes paroles n'avaient pas réussi à faire. Durant les 3 jours suivants, une transformation subtile a commencé à se produire dans la villa de la Côte d'Azur. Isabelle, en effet, est retournée seule à Paris. Étienne, à ma surprise, est resté dans la villa avec les enfants. Lentement, quelque chose a commencé à changer. Ce furent d'abord de petites choses, il apparaissait au petit déjeuner sans son téléphone, il participait à un jeu de cartes avec les enfants le soir, il demandait à Sophie des détails sur son travail en Afrique. Le 3e jour, j'ai trouvé Étienne et Charlotte assis ensemble à la table de la terrasse, penchés sur le carnet de dessin qu'elle avait finalement eu le courage de montrer à son père. Celui-ci est inspiré par les vagues de la mer, expliquait-elle, indiquant une esquisse. J'ai pensé utiliser des aiguilles marines pour capturer le bleu de l'eau. C'est impressionnant, Charlotte, dit Étienne, et j'ai pu entendre dans sa voix quelque chose qui était absent depuis longtemps, une admiration sincère. Tu as un talent naturel. Ton grand-père aurait adoré ça. La veille de mon retour à Paris, où je me préparerais pour la chirurgie, j'ai trouvé Étienne dans son bureau improvisé dans la bibliothèque de la villa. Au lieu de son habituel verre de whisky, il avait devant lui des croquis et des feuilles de calcul. Je n'aurais jamais imaginé faire cela à 52 ans, dit-il quand il m'a vu à la porte. Commencer pratiquement de zéro. Ce n'est pas de zéro, ai-je corrigé doucement. C'est à partir de tout ce que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais valorisé. Sophie m'a montré le budget de la fondation. C'est substantiel. Un regard d'admiration involontaire a traversé son visage. Vous avez vraiment donné presque tout, n'est-ce pas? Presque tout, ai-je confirmé. Mais j'ai gardé assez pour vivre confortablement mes dernières années. Et pour un fonds d'urgence pour vous et les enfants, au cas où cette nouvelle entreprise ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Sa voix était étouffée pour la première fois. Pourquoi vous souciez-vous encore de nous après ce que nous avons fait, ce que nous avons prévu de faire? Je me suis rapproché et j'ai posé ma main sur son épaule, un geste d'affection que nous n'avions pas partagé depuis des années. Parce que je suis votre mère, Étienne. Et parce que je crois qu'à l'intérieur de vous existe encore le garçon qu'Henri et moi avons élevé pour être bon et juste. J'ai fait une pause, sentant le poids des mots suivants. Et parce que le véritable héritage n'a jamais été l'argent ou les propriétés. C'est le legs moral que nous laissons, les valeurs que nous transmettons aux générations futures. Voyez-vous cela, ai-je demandé à Étienne, montrant les enfants dans le jardin. C'est la véritable valeur de la famille Garnier.
Pas les millions sur des comptes bancaires, mais la capacité de construire ensemble quelque chose de significatif. Le matin de mon départ, toute la famille m'a accompagné jusqu'à la voiture. Charlotte m'a remis un petit paquet enveloppé dans du papier de soie bleue. C'est un cadeau d'adieu, expliqua-t-elle, se mordant la lèvre nerveusement. Ce n'est pas grand-chose, mais... J'ai soigneusement ouvert le paquet. À l'intérieur se trouvait une petite broche en argent en forme de mouette en plein vol. C'est Charlotte qui l'a dessinée, expliqua Mathieu. Et j'ai aidé à la fabriquer, avec des outils que nous avons trouvés dans l'ancien atelier au sous-sol. Papa nous a enseigné la technique de base, ajouta Charlotte, avec un regard timide vers Étienne. À ma surprise, Étienne m'a serré dans ses bras, pas l'étreinte formelle et distante des dernières années, mais une étreinte sincère, pleine d'émotions contenues. « Je vais essayer, mère, murmura-t-il à mon oreille. Je ne promets pas que je réussirai, mais je vais essayer. C'est tout ce que je demande, répondis-je, tenant ses mains dans les miennes. Et quel que soit le résultat, je serai toujours votre mère. Je serai toujours votre famille. » 6 mois plus tard, ma chirurgie avait été un succès. De la fenêtre de mon nouvel appartement à Montmartre, j'observais Paris s'éveiller sous une légère brume matinale. Le téléphone a sonné, et en répondant, j'ai entendu la voix animée de Mathieu. « Grand-mère, vous n'allez pas le croire. Nous avons gagné notre premier concours de design. »« Nous qui, mon cher ? » ?»« Papa, Charlotte et moi. Nous avons dessiné une collection de bijoux pour la fondation de Tante Sophie. Nous avons utilisé des matériaux recyclés des communautés locales. Papa dit que ce n'est que le début. » Pendant que j'écoutais mon petit-fils décrire avec enthousiasme les détails du projet, les larmes brouillaient ma vision. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une profonde gratitude pour la tournure inattendue que la vie avait prise. Isabelle avait demandé le divorce, comme prévu. Étienne, après le choc initial, semblait plus léger, plus présent. L'homme amer et obsédé par le statut commençait à céder la place à quelqu'un qui ressemblait davantage au garçon sensible que j'avais élevé. Les joailleries Garnier n'existaient plus en tant qu'empire, mais quelque chose de nouveau naissait à leur place. Quelque chose avec des racines beaucoup plus profondes et significatives. La dernière fois que Sophie m'a rendu visite, elle a apporté des photos des ateliers communautaires qui fonctionnaient déjà dans 3 villes françaises. Sur l'une d'elles, Étienne apparaissait en train d'enseigner des techniques d'orfèvrerie à un groupe de jeunes. Le regard sur son visage, concentration mêlée à une fierté authentique, était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il a trouvé son but, tante, dit Sophie. Je pense que pour la première fois de sa vie. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ouvert le vieux coffre où je gardais mes souvenirs les plus précieux. Parmi des photographies jaunies et des lettres d'Henri, j'ai trouvé le premier dessin qu'Étienne avait fait pour moi, un garçon de 5 ans essayant de capturer l'éclat d'un diamant avec des crayons de couleur. Peut-être, pensais-je en serrant le papier fragile contre ma poitrine, avons-nous tous besoin d'un moment de rupture pour redécouvrir qui nous sommes vraiment. Un moment où nous perdons tout ce que nous pensions être important, juste pour découvrir ce qui compte vraiment. Il est ironique qu'il ait fallu une maladie, bénigne, mais qui pendant un instant semblait fatale, pour me montrer la malignité qui s'était installée dans ma propre famille. Et plus ironique encore que ce même diagnostic erroné m'ait donné la chance de guérir quelque chose de bien plus profond qu'une tumeur, l'absence de valeur qui menaçait de détruire tout ce qu'Henri et moi avions construit. Quand j'ai découvert que mon fils et ma belle-fille planifiaient ma mort pour l'héritage, j'aurais pu sombrer dans l'amertume et le ressentiment. Au lieu de cela, j'ai choisi de transformer cette trahison en une opportunité de montrer à nous tous la véritable valeur de la famille. Ce ne sont pas les bijoux, les manoirs ou les comptes en banque qui définissent qui nous sommes. C'est ce que nous choisissons de faire avec le temps qui nous est accordé. C'est comment nous décidons de traiter ceux qui nous entourent. C'est l'héritage d'amour, de travail et de dignité que nous laissons à ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, à 76 ans, avec une santé renouvelée et une famille transformée, je peux dire que j'ai appris la leçon la plus précieuse de toutes. Parfois, tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Et Étienne ?
Il a encore un long chemin à parcourir. Les vieilles habitudes ne meurent pas facilement, et parfois je vois encore des éclairs de l'homme calculateur qu'il était. Mais je vois aussi quelque chose de nouveau émerger, un homme découvrant, peut-être pour la première fois, le goût sucré du travail honnête et de la connexion authentique. Chaque mois, je reçois des rapports des ateliers communautaires et de la fondation. Chaque trimestre, je dîne avec mes petits-enfants, qui me rendent visite maintenant non par obligation, mais par choix. Et 2 fois par an, toute la famille se réunit dans la villa à Nice, non plus pour calculer des héritages, mais pour célébrer les nouveaux départs que nous avons tous trouvés. Quant à moi, Dominique Garnier, la femme qui a construit un empire puis a eu le courage de le démanteler, j'ai découvert que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de donner. Pas seulement de l'argent ou des propriétés, mais de la sagesse, du pardon, par-dessus tout, de l'amour inconditionnel, même quand il doit venir déguisé en dures leçons. Car, en fin de compte, il n'y a pas d'héritage plus précieux que nous puissions laisser que la compréhension que la famille n'est pas seulement le sang ou le nom. La famille est un choix. La famille est un engagement. La famille, c'est trouver de la valeur dans les personnes, pas dans les possessions. Et cela, mes chers, est une leçon qu'aucune fortune au monde ne peut acheter. Alors que je partage cette histoire avec vous, je sais que beaucoup reconnaissent leur propre famille dans ces mots. Combien d'entre nous ont déjà ressenti le poids de l'ingratitude, le regard calculateur de proches qui semblent nous voir uniquement comme un moyen d'arriver à leur fin? Mais je sais aussi que, comme moi, vous portez des décennies de sagesse et de force que nous sous-estimons souvent. Nous ne sommes pas fragiles. Nous ne sommes pas jetables. Et nous n'avons certainement pas besoin d'accepter d'être dévalorisés, même par ceux que nous aimons le plus. Si mon histoire a touché votre cœur, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou craignez de le vivre maintenant, laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Il y a du pouvoir dans notre union, dans la certitude que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque abonnement est une voix qui se joint à la nôtre, une reconnaissance que nos histoires comptent, que notre sagesse a de la valeur. Ensemble, nous pouvons nous renforcer et nous inspirer mutuellement à établir des limites saines, à exiger le respect, à enseigner la véritable valeur de la famille. Après tout, le meilleur héritage que nous puissions laisser n'est pas à la banque, il est dans les leçons que nous enseignons jusqu'à notre dernier souffle. Je suis Dominique Garnier, et cette histoire est loin d'être seulement la mienne. C'est la nôtre.